L'instant philo, la difficile perception de notre place dans le temps avec Marie-Charlotte Tessier. Bonjour, aujourd'hui une émission où j'ai invité donc Marie-Charlotte Tessier à parler d'un sujet qu'elle va nous présenter tout de suite. Le temps n'est pas pour nous un milieu homogène où toute chose devrait trouver sa place pour s'y dérouler et finir, tôt ou tard, pour en disparaître. Il existe au contraire plusieurs temps qui ne concordent pas nécessairement, les uns pouvant occulter les autres. Le temps de la cité nous fait regarder vers 2022, celui des amis et de la famille plutôt vers les fêtes de fin d'année. À une toute autre échelle se joue le temps long des civilisations, cher à l'historien Fernand Braudel. Dans un autre registre encore, le temps de l'urgence climatique fixe ses échéances à l'horizon 2030 pour certaines, d'ici 2050 pour d'autres. Il quitte la toile de fond des temps géologiques et de ses alternances de périodes glaciaires et de réchauffement pour surgir dans la sphère de nos actions humaines, à moins que ce ne soit l'inverse. Il existe finalement autant d'échelles de temps que de formes de vie ou de puissance. Lors de nos déplacements dans l'espace, nous nous équipons en fonction de la distance à parcourir et de nos moyens de transport. On ne part pas sur les sentiers avec une carte routière, de même qu'une carte de randonnée au 1/25 millième n'est d'aucune utilité pour celui qui voudrait traverser les États-Unis en voiture. À cette échelle, notre voyageur devrait emmener avec lui 160 km de papier. Pour se projeter dans le temps et non plus dans l'espace, le changement d'échelle est plus difficile à opérer. Fénelon peut bien affirmer que le bon historien n'est l'homme d'aucun temps ni d'aucun pays. Nos attaches dans le présent nous rappellent à notre place. On comprend qu'il ne soit pas aisé de percevoir clairement notre place dans le temps, et pourtant, il le faudrait pour répondre à l'urgence du moment. Notre oreille est-elle assez sensible pour entendre ce qui se joue dans les différents temps dans lesquels l'existence humaine est prise de près ou de loin, voire de très loin ? Les gestes les plus simples de notre quotidien, se chauffer, s'éclairer, se nourrir, se déplacer, ont fini par déborder le temps social auquel ils sont proportionnés pour affecter le temps géologique autrement plus long. Nous sommes entrés dans l'Anthropocène. Concept récent et encore discuté, il a été introduit en 2000 par le biologiste américain Eugene Stormer et le chimiste néerlandais Paul Joseph Crutzen pour désigner une nouvelle phase géologique qui succède aux 12 000 années de l'Holocène. Depuis la révolution industrielle du 19e siècle, les humains sont devenus la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques. Depuis les années 1980, les hommes consomment plus de ressources que ce que la planète ne peut produire et plus de déchets que ce qu'elle ne peut absorber. L'Anthropocène, c'est l'âge des humains. Comment quelques décennies ont-elles pu bouleverser un jeu de force dont l'équilibre est l'œuvre de milliers, voire de millions d'années ? Campilia nostros teros, la costume. Mais pouvons-nous vraiment percevoir le temps long ? Qu'est-ce que les temps géologiques peuvent bien représenter pour nous ? Ils appartiennent au ciel des idées, à la fois sublimes et hors de portée, définitivement abstraits. On a beau se dire, par exemple, que les atomes de notre corps ont l'âge de l'univers et des premières étoiles, près de 14 milliards d'années, on ne s'en sent que plus jeune. Inutile d'aller chercher les milliards, il suffit de compter jusqu'à 1000, comme y invite le philosophe Roger-Paul Droit dans ses 101 expériences de philosophie quotidienne, pour se convaincre que les grands nombres ne parlent qu'à notre raisonnement, nullement à notre sensibilité. Les signes tels que les mots ou les nombres ont le mérite d'alléger l'imagination et d'abréger le raisonnement. Le signe 1000, par exemple, se présente comme une seule collection de 1000 unités. Il nous dispense de répéter 1000 fois l'opération d'ajouter
une unité à une autre, qui exigerait de surcroît d'imaginer successivement les 999 signes qui le précèdent. À en croire Roger-Paul Droit, compter jusqu'à 1000 prendrait un bon quart d'heure, le temps de cette émission n'y suffirait donc pas, et l'expérience serait moins monotone qu'il n'y paraît à première vue. Ce devait être une affaire de routine, une opération mécanique. Ça devient une aventure délicate à maîtriser. Ne me suis-je pas trompé de dizaines ? N'ai-je pas oublié une unité, une centaine ? N'ai-je pas fait une erreur à l'instant quand je pensais à autre chose ? Au lieu d'être facile, continu, ordonné, le parcours de 1 à 1000 est truffé d'ornières, de choses-trappes. Ce qui vaut pour 1000 vaut a fortiori pour les milliards d'années des temps cosmiques et géologiques. Et nous voilà, pour détourner une pensée de Pascal, errant dans des temps qui ne sont point nôtres. Pour se familiariser avec les durées vertigineuses, on peut élaborer un système d'équivalence qui exprimerait, dans une échelle à notre mesure, celle de l'histoire ou mieux celle d'une vie humaine, des durées d'un autre ordre qui ont cours en astrophysique, en géologie ou encore en biologie de l'évolution. Songeons par exemple que la chute de l'Empire romain est 50 fois plus éloignée de nous que l'invention d'Internet qui a près de 30 ans. Et la domestication du feu 100 fois plus éloignée que la pyramide de Khéops. Bravant l'obscurité de la nuit des temps, l'astrophysicien Carl Sagan a imaginé en 1977 un calendrier cosmique qui ferait tenir en une seule de nos années toute l'histoire de l'univers. Au 1er janvier, le Big Bang, au 31 décembre, notre présent. Selon cette concordance des temps, chaque jour du calendrier représente 37,8 millions d'années. Et chaque seconde, 438 ans. Autant dire qu'à cette échelle, une vie humaine ne dure que le temps d'un ou deux battements de cils. Il faut alors patienter jusqu'à la rentrée des classes pour que commence l'histoire de notre planète. Notre galaxie, la Voie lactée, elle, démarre au printemps. Au cours de l'été, divers événements cosmiques déchirent le ciel de l'univers. Des étoiles naissent, d'autres meurent. Des nuages de gaz interstellaires s'effondrent sur eux-mêmes, l'un d'entre eux engendrant notre système solaire. Nous sommes alors le 2 septembre. Tous les événements qui intéressent les terriens que nous sommes se concentrent donc dans le dernier tiers de l'année. La vie fait son apparition le 9 septembre. 2 mois après viennent les premières cellules avec noyau, les eucaryotes. À la mi-décembre, c'est l'explosion cambrienne, sorte de Big Bang zoologique avec lequel se met en place l'essentiel de l'arbre de vivant que nous connaissons aujourd'hui. Le 20 décembre, les premières plantes sortent de l'eau et partent à la conquête de la vie terrestre. Les dinosaures arrivent pour fêter Noël, mais manquent de peu la Saint-Sylvestre, dont la soirée s'annonce mouvementée. Les australopithèques arrivent vers 21h. Il faut attendre le dernier quart d'heure pour voir Homo sapiens entrer en scène. À 23h46, il domestique le feu. À 23h58, il sculpte des Vénus. Les fresques de Lascaux sont peintes à 23h59 et 20 secondes. 10 secondes après vient l'agriculture. Encore 18 secondes et c'est au tour de l'écriture et des premières grandes civilisations. À cette échelle, 10 secondes nous séparent de la grande pyramide de Khéops et une seule seulement de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ce que nous appelons l'histoire tient donc dans les 10 dernières secondes. Mais à ce rythme-là, combien de secondes nous séparent de la fin ? À l'époque où Carl Sagan présente son calendrier dans la série télévisée Cosmos, la télévision française diffuse de l'autre côté de l'Atlantique « Il était une fois l'homme », série à succès créée par Albert Barillet. Son générique que nous venons d'entendre et dans lequel vous aurez reconnu la toccata et fugue en ré mineur de Bach résume en 1 minute 30 le grand récit de l'histoire humaine. La musique de Bach contribue à la dramaturgie.
Les premières notes de la toccata, ponctuées de silence et reprises à différentes octaves, jouent leur rôle inaugural. Avec elles se met en place l'univers, les premières formes de vie. Quand nos ancêtres primates descendent des arbres et que commence la longue aventure de Sapiens, le rythme s'accélère, la musique s'envole. L'homme nous fait face et marche dans notre direction, d'un mouvement rectiligne et uniforme. En fond, défilent les monuments des grandes civilisations jusqu'à ce que les troubles politiques et les invasions viennent l'arrêter. On le voit ensuite s'affairer, bâtir navires et empires, ériger des rois puis les renverser, parcourir des distances toujours plus grandes, sur terre puis dans les airs. Cette course folle s'achève avec la tenue d'accords mineurs qui tombent comme une sentence alors que les derniers hommes nous tournent le dos pour prendre la fuite et quitter la terre. Le générique s'achève sur une explosion aux accents pessimistes et la terre fut. Conclusion que la chaîne Gulli aurait pris soin de supprimer, si l'on en croit l'article Wikipédia consacré à la série. Le dernier épisode de la série s'aventure en effet sur le terrain de la futurologie et met l'accent sur les conséquences de la pollution, de l'amoncellement des déchets toxiques, de l'épuisement naturel et de l'augmentation de la population humaine. Les inquiétudes du narrateur se font l'écho du rapport du Club de Rome de 1972, et même si les préoccupations de l'époque, l'explosion démographique et la menace nucléaire y dominent, donnant lieu à des prévisions erronées, on peut saluer l'audace du scénario qui ne manque pas de lucidité lorsqu'il fait prêcher les experts dans le désert. La fin de la Terre ne fait pas de doute. Comme les civilisations, les étoiles naissent et meurent. Et d'ici 5 à 7 milliards d'années, le Soleil se transformera en géante rouge. Son diamètre ne cessera d'enfler pour finir par englober les premières planètes du système, comme Mercure et Vénus. La Terre et Mars, elles, seraient simplement brûlées. Cette fin des temps, à l'échelle cosmique, ne nous effraie pas. Elle ne nous concerne pas. Ce n'est pas depuis cet horizon lointain que résonne la déception du président de la COP26, mais bien depuis celui de notre présent. Ce n'est pas tant la Terre qui est menacée que la possibilité d'y vivre, son habitabilité. Ce n'est pas non plus l'hiver nucléaire qui dominait les imaginaires après-guerre sous la plume de Karl Jaspers, Gunther Anders ou Hans Jonas qu'il faut craindre, mais toute une série de petits événements et de processus en chaîne directement liés à nos modes de vie et que l'on regroupe sous le nom de réchauffement climatique et de pollution. Dans un essai résolument sinistre, Le mal qui vient, publié en 2018, le philosophe et psychanalyste Pierre-Henri Castel met en évidence ce nouveau visage de la fin, à la fois méconnaissable et par trop familier. L'éclair final de l'explosion atomique, aux monstrueux champignons s'élevant partout au-dessus de nos mégapoles, à la vie condamnée par la corruption des briques génétiques élémentaires qui en assurent la continuité, a succédé dans nos consciences quelque chose qui n'atteint pas vraiment le seuil du cauchemar ou de l'hallucination horrifiée. Une perplexité, plutôt. Sinon, un sourire incrédule devant ce que des actions totalement banales, souvent minuscules, mais se cumulant petit à petit et à l'infini, peuvent entraîner de tout aussi cataclysmiques. Revenons à la question de la perception du temps pour éclairer cette citation. Dans la vie ordinaire, occupée par nos actions, nous ne sentons pas vraiment le passage du temps. Notre conscience est installée dans un présent relativement stable, dont la durée peut se dilater ou se contracter. Ce n'est qu'indirectement à travers ces effets, parfois destructeurs, mais aussi réparateurs, que nous prenons conscience du temps qui s'est écoulé. Nous avons besoin de rupture et de discontinuité pour en prendre la mesure et sentir par exemple que l'on entre dans une nouvelle ère. Or, l'urgence écologique n'arrive pas à nous sous les traits de la catastrophe spectaculaire ou même de la rupture. Du moins, pas encore. Au contraire, c'est dans la série continue de chacune de nos actions ordinaires que se loge silencieusement l'irrémédiable. Plutôt qu'un effondrement soudain, brutal, une causalité diluée, dissoute et presque imperceptible. Un processus irréversible est en marche, mais il n'est pas encore irrémédiable. Au lendemain de la fermeture de la COP26,
Près de 200 climatologues ont publié une lettre ouverte rappelant que la neutralité carbone à horizon 2050 est une condition nécessaire pour limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré Celsius. Cet objectif implique de diminuer de moitié nos émissions de carbone d'ici 2030. Au rythme d'aujourd'hui, nous n'avons plus que 10 années d'émissions et encore faudrait-il maintenir ce rythme et rompre avec l'accélération dans laquelle il est pris. Face à l'immensité de la tâche et à l'effroyable inertie de notre système de production, restent dans nos esprits ces échéances qui flottent dans l'air du temps, 2030, 2050. La logique pragmatique de ces prévisions est manifestement contrariée par la psychologie. Prendre conscience de l'imminence de la fin, réussir même à la fixer dans le temps à venir, devrait nous permettre de l'éviter. Mais cette stratégie implique que la fin soit à la fois certaine et incertaine, imminente et évitable. Prise dans cette contradiction, l'action s'enlise et semble vaine. Alors, pour ne pas être pris de court, faut-il opter pour l'alternative radicale du demain ou jamais ? Ou plus simplement, trouver une meilleure échelle pour nos actions dans le temps et dans l'espace ? Nos difficultés à nous situer dans le temps devrait nous appeler à la prudence quant à notre engagement dans l'espace. Miniaturiser nos luttes et nos engagements permet de renouer dès aujourd'hui avec nos puissances. Tel sera le mot de la fin.